formation que j'avais fait, on voit pas grand chose, que j'avais fait au GOA MHE. Le sujet n'est pas tant, pour mettre un peu les choses au clair, le duel judiciaire au bâton bouclier, que la démarche expérimentale autour de la reconstitution du geste. C'est le vrai sujet, c'est celui-là. Tu te tournes, toi? Bon, pour remettre un peu de contexte, quand même, donc, une recherche de circonstances. En fait, cette image-là, ça fait longtemps que je la connais dans les AMHE. Je ne me suis pas présenté, mais je pense que tout le monde me connaît maintenant, c'est bien. Fabrice Cognot. Ah, c'est ça, merci. Ça, c'est un manuscrit du XIIe, XIIIe siècle, qui est basé à Alençon, c'est une Bible, qui représente a priori un duel bâton, massue. Et j'ai toujours trouvé ce truc-là extrêmement dynamique. Quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé les arts martiaux historiques, je me suis dit, ça je veux faire. Voilà, je veux faire ça truc-là. Et c'est resté dans un coin. On y reviendra, on aura l'occasion de revenir sur ce qu'il y a dans ce dessin-là. Et donc nous, on a la chance de pouvoir participer à des fêtes médiévales ou à des interventions auprès d'un public lambda. Et on a reçu une commande, quelque chose autour du duel judiciaire. Il fallait présenter en 1 heure le duel judiciaire à travers les époques médiévales et à travers l'Europe. Et c'est à ce moment-là que, du coup, on a dû s'y remettre. On a dû se remettre un petit peu à travailler ce truc-là. Je dis, ouais, on y va, c'est bon. Sauf que là, j'ai ouvert une boîte de Pandore avec des trucs qui sont vus de partout et c'était juste génial. Ne serait-ce que sur cette notion de duel judiciaire. Donc, qu'est-ce qui... Je te fais marrer à chaque fois. J'imagine avec ton ça. Ah ouais, ça a été franchement une découverte. Parce que le duel judiciaire, on en a tous un peu une idée. D'accord, donc on va faire une petite introduction là-dessus, sur qu'est-ce que le duel judiciaire, comment il s'inscrit dans la société. Donc pour ça, il faut avoir la première notion à garder en tête, c'est la notion de preuve en justice, sur la période médiévale. La preuve, il y a celle qu'on connaît tous. Pour nous, il n'y en a pas 36 en tant que moderne, et vis-à-vis d'un tribunal, c'est la preuve matérielle. Quelqu'un qui s'est fait choper à voler, quelqu'un qui s'est fait choper à tuer, donc le flagrant délit, les traces scientifiques, etc., etc. Donc tout ça à l'époque médiévale, ça existe, c'est même ce qu'il y a de primordial, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle le serment. Le serment a valeur de preuve. Je vous jure que je ne l'ai pas fait. Donc, et le mec en face, le parti en face, peut dire la même chose. Je vous jure que je ne l'ai pas fait. C'est une preuve valide, le serment. Le duel judiciaire, c'est une 3e gradation. C'est qu'on est 2 à avoir fait le serment, donc forcément, il y en a un, c'est clairement pas possible. Il y en a un qui doit mentir. On peut ramener des témoins, ça c'est une autre solution. On est 6 à jurer. Voilà, j'ai 6 témoins qui jurent la même chose et 6 de l'autre côté. Donc le duel peut être un moyen de départager ça. Donc c'est le duel judiciaire à valeur de preuve. C'est pas une sanction. C'est ça qui est important à savoir. C'est pas, ça vient pas. Le décret de mort, c'est pas le fait de tuer son adversaire la sanction, c'est de montrer qu'il a menti. D'accord ? Et ça c'est important. Il faut le garder en tête par rapport à notre pratique à nous. Alors ce qui nous intéresse là-dedans, nous, c'est dans la pratique, est-ce que ça sert à quelque chose de le savoir, ça ? Alors, là où la différence, là on est dans le duel judiciaire, c'est la différence avec le duel d'honneur. Le duel d'honneur n'est pas un duel judiciaire. Le duel d'honneur, d'un point de vue, ça vous parle un petit peu plus, les chevaliers en armure qui se tapent un petit peu sur le nez parce que le gant dans la figure, etc., etc., c'est pas une preuve judiciaire. C'est un règlement de conflit entre 2 personnes, comment on dit ça, validé par une autorité judiciaire. C'est subtil, mais c'est quand même vachement important. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. C'est juste la justice qui va dire « Ok, c'est pas un meurtre du coup, je valide ». Et la justice va mettre à disposition, c'est son principal truc, l'autorité judiciaire, entre guillemets, généralement, notamment dans le Royaume de France, c'est le roi. Il n'y en a pas d'autre.
arriver à un certain stade. Mais ça peut être quelqu'un qui a, quand on arrive dans des histoires de règlement de conflit par la mort de l'un des deux, c'est généralement des très hautes autorités judiciaires, il n'y a personne au-dessus d'eux. Mais c'est juste, il va mettre à disposition une liste dans laquelle vous allez pouvoir régler votre conflit, ça ne sera pas un meurtre. Okay, on en aura décidé, Dieu en aura décidé. Alors, c'est là qu'on en arrive sur, est-ce que c'est une ordalie? Vous avez entendu parler de l'ordalie aussi? L'épreuve l'autre façon de prouver son innocence. Et c'est aussi la grosse différence avec le duel judiciaire, c'est l'épreuve. Tu vois pas ce que c'est l'ordalie? C'est le plus classique qu'on connaît, c'est l'épreuve de l'eau bouillante, par exemple, où on va tremper sa main dans l'eau bouillante pour montrer qu'on n'est pas un voleur. Si c'est guéri en tant de temps, je suis innocent. Dieu a décrété que c'était innocent. Et on a la même chose avec une barre de fer. Voilà. Sauf que la grosse différence entre les deux, c'est que cette épreuve ordalique, ritualisée par l'Église, ça, l'Église a mis beaucoup de rituels autour de ça, c'est une épreuve entre vous et Dieu, et uniquement. Le duel judiciaire, c'est une épreuve entre deux hommes. Et l'Église, dès le départ, enfin très rapidement, une partie de l'Église va s'opposer à ça, en disant Dieu n'a rien à faire là-dedans. Et même par rapport à Dieu, c'est à la limite une injure. Donc il va y avoir tout un courant qui va se mettre en place dès le 8e, 9e siècle pour s'opposer à cette notion de duel judiciaire et de mort en duel judiciaire. On va y revenir doucement sur les évolutions. L'origine du duel judiciaire. Donc le duel judiciaire, on peut avec ça, n'est pas une ordalie, a priori, pas au sens premier du terme. L'Église ne mettra jamais aucun rituel dans ces épreuves. Autant, à part une vague bénédiction et un vague serment qui sert justement par rapport à la preuve, sur certains saints, il n'y aura pas de... L'Église s'en détache plutôt, même s'il y a une forte ambivalence là-dessus. L'origine, alors c'est pas très net, on en a des traces au 5e, 6e siècle sur le règlement des conflits par le combat en fait. Sans doute on évoque beaucoup je vous ai pas amené toutes les sources, ça à la rigueur je pourrais vous donner, ceux qui le réclament, des liens plus tard sur lesquels ça vous les amène, mais sur une loi Burgonde qui implique de l'épée, non pas une cuillère. La retenue elle est bonne. Les lois de Burgonde a priori qui amènent ça et qui vont un petit peu se diffuser. Par exemple la loi salique, la première, la plus ancienne qu'on connaisse, il n'y a pas cette épreuve-là, ça n'existe pas. On en reste aux serments et aux multiples serments et aux réparations. Mais il n'y a pas de combat qui viennent faire preuve. Elle implique les armes courantes. Donc une arme de protection, le bouclier, et une arme d'attaque, l'épée. On en est encore là. Sous la pression de l'Église, un changement de mentalité, etc., les Carolingiens, Charlemagne a priori, mais surtout un édit qu'on connaît qui est celui de Louis le Pieux, on va réduire ça parce que justement mourir ou tuer quelqu'un est assez mal, et on va passer pour tout le monde, toutes les épreuves dans l'Empire carolingien, ça va être bouclier et bâton, qui réduit la létalité en fait du combat. Et c'est pour tout le monde. On n'est pas uniquement dans le combat roturier et les nobles, eux, ont droit à l'épée, tout l'espace. Alors ça ne va pas plaire du tout à l'Église, enfin du moins à ceux qui estiment, j'ai perdu son nom, c'est un des évêques de Lyon, je crois, qui porte ça, et ça ne va pas du tout leur plaire. C'est pas suffisant, parce que le risque de se prendre un bâton dans la nouille, pour reprendre les mots de PH tout à l'heure, est quand même vachement important, et d'en mourir aussi. L'empereur aurait dû interdire purement et simplement cette épreuve-là. Et ils vont prendre, eux, une décision qui va revenir de loin en loin et qui va être encore appliquée au XVIe siècle de façon plus ferme, notamment sur l'espace en Italie, où mourir en lice, c'est l'équivalent d'un suicide. C'est-à-dire que vous ne serez pas enterré en terre sanctifiée si vous mourrez dans la lice. C'est pas rien. Si vous tuez quelqu'un en lice, vous serez excommunié. Vous ne ferez plus partie de la communauté des chrétiens. Ce qui veut dire qu'il faut, ça devient important pour nous, le but du combat n'est pas de tuer son adversaire. On est dans la soumission,
et on est surtout dans le fait de lui faire dire qu'il a menti. Il a rompu son serment. Enfin, il n'a pas plus que ça, il a fait un faux serment, ce qui est encore pire. Et donc, du coup, sa preuve de serment est annulée. Au contraire, il a rajouté une faute par-dessus, il sera puni. Tout ça, ça va évoluer. Donc ça, c'est on va dire la législation de base, celle qui va perdurer et qui va évoluer à partir de là. Je ne suis pas trop long, tu me rappelleras le temps. Hein, je peux partir assez vite. Hein, honnêtement, sur le sujet, on pourrait tenir 3-4 heures. Donc tout ça, ça va évoluer. Sur l'espace carolingien, pour vous, si vous vous représentez à peu près, on a l'équivalent de la France, un peu le nord de l'Espagne, le nord de l'Italie, une partie de l'Allemagne, tout la Rhénanie et tout ça. Tout ça va être soumis à cette législation-là et ça va plus ou moins tenir avec des évolutions. Petit à petit, alors ce qui est important, c'est la portée. Les fautes qui peuvent relever du duel judiciaire. Et c'est là-dessus que le pouvoir va essayer de récupérer un petit peu et de restreindre. On va passer sur des fautes, sur toutes les fautes. Au début, tout peut être concerné, ça va du vol au meurtre. Et petit à petit, les pouvoirs centraux vont essayer de réduire la portée de ce truc-là. On va aller de plus en plus vers des choses qui sont sanctionnées par la mort. Quoi qu'il arrive, c'est la mort. Donc c'est souvent le meurtre, le viol, l'enlèvement, ce genre de choses. Une qui va durer aussi longtemps, et c'est sans doute, c'est pas rien, sans doute la matière sur laquelle il va y avoir le plus de litiges réglés par duel judiciaire, celui qui nous en a laissé le plus de traces, c'est la propriété. On conteste un héritage. Non. Toi, t'es pas héritier de ça, c'est moi. Je fais serment, on n'est pas d'accord, on va se battre, ouf, je récupère l'héritage. Ça a été utilisé et réutilisé, particulièrement en France de l'Ouest, dans la région angevine, etc. Il y en a beaucoup de traces. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est ça qui est intéressant, ceux qui utilisent beaucoup ça sont les ecclésiastiques. Vous voyez l'ambivalence entre je condamne, mais j'ai le droit, dans mon droit de justice, j'ai le droit de faire réclamation par duel judiciaire, je l'applique, parce que c'est mon droit. Et ils vont les champions qui faisaient le travail en place. Ouais. Donc ça pose une autre question, celui du champion. Alors, il y avait en Angleterre, dans l'époque anglo-normande, il y avait un peu le même genre de phénomène. Alors, j'y viens. Et il y a même un gars qui a théorisé que finalement c'était un moyen de... C'est un peu une sorte de vente aux enchères en fait. Si tu as le moyen de payer le champion le plus performant du coin, tu mets le meilleur champion. J'en parle tout de suite là. En fait, les choses vont évoluer en fait différemment dans les zones géographiques. C'est-à-dire que le phénomène de preuve duel va couvrir à peu près toute l'Europe petit à petit par la diffusion au fil aussi de la civilisation occidentale entre guillemets. En deux grands espaces, on va dire. Un espace carolingien ou d'exportation carolingienne en termes de droit. Les deux exportations en question, c'est l'Angleterre par l'invasion normande. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que le duel judiciaire est adopté par la législation. Avant, ça n'existe pas. Et la Sicile, aussi par les Normands. Bah oui, terre musulmane, le duel judiciaire là-bas, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est pas du tout le même. Mais ce modèle-là, on va le retrouver à ce moment-là en Sicile. Et puis un autre espace, l'espace francophone tel qu'on le connaît, le nord de l'Italie, qui vont aussi beaucoup rester sur le bâton taloche, et l'espace germanique. Alors l'espace germanique, et là ça va concerner aussi beaucoup ceux qui font de l'épée longue ou autre, c'est un bazar sans nom. C'est un bazar sans nom, il y a plein de particularismes. Déjà, ils adoptent assez peu le bouclier bâton, il y en a quelques-uns, notamment dans les zones frontières. Mais je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'évolution de l'espace germanique, où on passe sur une mosaïque de souveraineté. Certaines cités sont libres, il y a plein de petits royaumes qui chacun revendique une forte indépendance. Et au niveau du droit, et donc du duel judiciaire et de la forme du duel judiciaire, c'est la même chose. C'est là qu'on va trouver les fameux grands boucliers, qui a priori c'est du droit souabe. Donc pour ce que j'en connais, je connais 2-3 villes où ce grand bouclier existe, mais pas plus. C'est là qu'on va trouver le peu de duel entre l'homme et la femme,
parce que normalement la femme n'est pas recevable, elle doit se faire représenter par un champion. Il y a 2-3 villes, dont, il y a une ville où la femme peut combattre avec la fameuse chaussette remplie de cailloux. Une. Ouais. Alors qu'il est représenté dans pas mal de livres d'art. Le grand bouclier, on le trouve aussi sur le droit de... l'autre zone d'exportation qu'on a pu voir, c'est celui de le royaume de Jérusalem. Là aussi on y retrouve, normal, parce qu'en plus c'est l'état féodal presque parfait. Ils arrivent avec leur structure qu'ils implantent, donc celui-là y est aussi, on y est sur l'espèce de grand pavois. Mais, et il reste aussi tout un espace, l'espace dit saxon, sur lequel c'est pas le bâton, donc ça serait le travail d'un autre sujet, mais c'est l'épée. On a une même si l'ensemble du rituel est à peu près la même, le fondement juridique est à peu près le même, ça se fait avec le bouclier et l'épée. Voilà. Alors, l'autre évolution qui est assez intéressante, c'est le rapport à la noblesse et au pouvoir. En France, très très vite, les nobles vont récupérer ça de façon différente, vont dire il n'est pas question que je me batte avec un bâton et un bouclier, je me bats avec mes armes, surtout si je me bats avec un autre noble. De la même façon, il va dire moi je me bats à cheval, donc le duel va se faire à cheval. Et très très vite, on va arriver sur quelque chose qui va plus ou moins prendre la même, et c'est d'où la confusion, prendre la même forme qu'un duel d'honneur. Les deux seront un petit peu compliqués. De la même façon, on va avoir peu d'interaction entre le noble et le roturier. Il y a l'église, mais l'église se fait représenter par un champion, qui peut lui-même être noble. Donc de toute façon, on combat comme des nobles. Petit à petit aussi, c'est de porter là le fait que le duel judiciaire intervienne pour le roturier, c'est un peu trop de poids politique. Donc ils vont petit à petit être déchargés. Ce droit-là va continuer d'exister dans de nombreuses coutumes, jusqu'au XVe siècle. On va le trouver aussi beaucoup dans les villes du Nord parce qu'elles ont une indépendance et une municipalité assez forte et le droit est y inscrit. Mais en fait, finalement, en France, il va avoir très très vite, à partir de... Et puis il y a Saint-Louis qui arrive et qui dit « duel judiciaire, c'est fini », même si ça sera rétabli derrière. Et donc on commence à avoir un petit peu à couper tout ça. Et on va en avoir très très peu. À partir du XIIIe siècle, la fin du XIIIe siècle, c'est quasiment fini. Le bâton taloche, bâton bouclier. Sauf dans les villes du Nord, qui sont des cas particuliers. En Angleterre, on va avoir à peu près le même phénomène que pour le Saxon Mirror. Ça va rentrer dans la législation. Ça va rester pour tout le monde et tout le monde les mêmes armes pendant très 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 longtemps. Et le droit autour de la propriété aussi va y rester assez longtemps. A priori, tout le XIIIe est couvert, une partie du XIVe, ça a encore une portée. Et on a des traces qui sont géniales, parce que ça s'accompagne ça d'une institutionnalisation du champion, quelque part. Notamment, on a celui-là je l'aime beaucoup, c'est un évêque anglais qui, pour défendre ses droits, a son champion, qui a, pareil, une fonction comme un bourreau. Ouais, les bourreaux sont des bourreaux officiels, le champion est officiel, il a une charge avec un sceau. Et en fait, il va se faire représenter sur sa pierre tombale, l'évêque en question, en haut d'un château. Et à la porte de ce château, il y aura son champion, avec tout son équipement. Parce qu'a priori, il a pu conserver son château grâce à son champion. Il y a eu une contestation d'héritage, un noble réclamait le château, combat du duel judiciaire, le champion de l'évêque a gagné, et donc il a gardé le château pour ça, et donc il l'a récompensé en le représentant. Donc c'est vachement intéressant, aussi bien au niveau social qu'au niveau représentation, parce que du coup, on a les représentations des trucs. Alors, c'est là qu'il y a un premier indice qui sera intéressant. Dans les lois, chez les Anglais, on a un truc qui est bien décrit au niveau des armes, c'est un bouclier à 4 points. Et c'est le seul. Dans le Saxon Mirror, sur l'épée bouclier, c'est un bouclier rond. On le sait. En France, c'est le bordel. En Italie, c'est le bordel. Les deux. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop envoyé là-dessus. Alors, la portée réelle, pour vous donner une idée, on va parler tout à l'heure de celui de Valenciennes, du duel judiciaire de Valenciennes. C'est combien? Parce qu'on en a beaucoup, des duels judiciaires.
On en a très très peu. À Valenciennes, celui qui est assez connu au XVe siècle, a priori, il y en a un au XVe, il y en a peut-être 2 ou 3 au XIVe, en tout et pour tout. Sur l'espace germanique, pareil. Et je vous rappelle, duel judiciaire. Je ne parle pas de duel d'honneur, ça il y en a. Ça il y en a beaucoup. Mais des duels judiciaires, très très peu. Et qui impliquent des roturiers, encore moins. Alors, comment on passe le Espace. Celui-là? Ouais. Non, Attends. Donc ça, je viens de parler. Voilà. La démarche expérimentale. Donc, je vous disais, c'est le vrai sujet. Non, il faut ces bases. Il faut ces bases-là. On va les retrouver. Ça va nous servir là-dedans. Tout ce que je vous ai un petit peu raconté sur ce que est ce duel judiciaire. Mais gardez bien en tête, si vous devez vous souvenir d'une chose, duel judiciaire n'est pas la même chose qu'un duel d'honneur. Un duel d'honneur n'est pas du tout la même chose que les duels qu'on va trouver à la fin des mousquetaires ou à la fin du 16e ou du 17e, parce que là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Dans le duel d'honneur, il vous faut une lice. La meilleure façon l'autorité va trouver d'arrêter ces duels, parce que les nobles continuent de se foutre sur le nez, c'est je ne mets pas de lice à ta disposition. Je ne dis pas, je refuse que tu te battes en duel. Je ne mets pas de lice à ta disposition. D'accord? Les 3 modes sont très différents. La démarche expérimentale. Donc ça, ce que je trouve intéressant pour nous, et c'est toute la question, et c'est aussi pour ça que c'est moi qui interviens plus qu'un universitaire là-dessus, que vous aurez tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que est-ce que le travail des sources indirectes est accessible aux amateurs? Comment on peut faire avec ça? Ou est-ce que c'est un travail qui va être réservé à un énorme truc, soit à une entreprise de toute une vie, comme celle de Brice Lopez, ou un universitaire qui va travailler des années et des années sur son sujet pour essayer de mettre en place son protocole et vérifier, comme Gilles Martinez. Est-ce que nous, amateurs, c'est accessible pour nous? Est-ce que même si on ne peut pas aller aussi loin qu'eux, on peut quand même l'utiliser ou au moins l'avoir en tête par rapport à notre démarche de reconstitution du geste qu'on fait tous? D'accord? C'est une simplification, mais ça mérite de la clarté. Ce qu'on fait de nous tous beaucoup, c'est l'expérimentation gestuelle. Donc vous avez vu que ce n'est pas la même taille. L'expérimentation gestuelle, c'est tout ce qui décrit par le texte ou par la représentation graphique ou sculpturale, un geste. Donc dedans, vous allez avoir tous les manuscrits sur lesquels on a des dessins, vous avez aussi toutes les sculptures d'église, par exemple. Pour nous, ça va être la période romane qui est vachement importante. Les dessins qu'on peut trouver sur les amphores pour la période romaine, les livres d'armes qui décrivent un geste. Tout ça, c'est là. L'archéologie expérimentale. Alors, pour ceux qui étaient au Go, ça s'appelait archéologie du geste. C'était source de confusion. On en a discuté un petit peu avec Gilles et pour l'instant avec Gilles Martinez. Et donc, on a choisi celui-là. Il parle un petit peu mieux et au moins on ne parle pas d'archéologie. L'archéologie, ça concerne, parce que l'archéologie c'est important, ça concerne l'artefact archéologique. Si vous n'avez pas d'artefact archéologique palpable, vous ne pouvez pas faire d'archéologie expérimentale. C'est pas possible. Pour nous, c'est plutôt les armes. Généralement, c'est aussi un contexte archéologique. On a pu travailler, moi, mes premières armes, je les ai faites en archéologie sur les bas-fourneaux, où on essayait de reconstituer les bas-fourneaux, on les abandonnait, on les refouillait. C'est de l'archéologie expérimentale. Si vous avez, donc, ce qu'il faut retenir, artefact archéologique. Si vous ne l'avez pas, c'est fini. Et est-ce qu'on en a, nous? Ben, on n'en a pas. Donc, sur le bâton taloche, vous avez vu, c'est du bois, c'est du bâton. On ne les retrouve pas dans l'archéologie, j'ai pas d'artefact archéologique. C'est un premier problème. Le contexte, c'est ce que je vous ai décrit là. C'est les lois à une période donnée. C'est les gens qui en parlent d'un fait, donc ça va être des chroniques, ça va être des fables qui racontent une histoire dans laquelle il y a un combat sur celui qui nous intéresse et qui sont en lien. Pour que la démarche elle soit correcte, il faut qu'on les recoupe au maximum. En fait, on va partir d'un fait qui se situe là-dessus, on va agrandir le cercle de la recherche, et ce qui va nous intéresser, ce qui va nous donner sans doute l'indice le plus probant d'une réalité du geste, ça ne veut pas dire que ça soit la vérité, mais le plus probant, c'est le recoupement.
Si j'arrive à recouper là-dessus et que je trouve les mêmes récurrences à chaque fois, si j'arrive à recouper ces récurrences, j'ai une bonne chance de me situer là-dedans. D'accord? Alors, les récurrences, qu'est-ce que c'est? Les récurrences, c'est des choses qui reviennent sans cesse, soit dans les représentations, soit dans la description. Sur la gladiature, par exemple, une des récurrences, c'est ce qu'on vous a montré hier à l'atelier, c'est cette garde-là. Elle est représentée à chaque fois. Tac, tac. Si je le retrouve ici dans mon contexte, c'est un plus. Si l'archéologie du geste à partir de l'objet me donne une utilité à tout ça, là, voilà, j'ai 3 récurrences. Sur ce phénomène-là de tenir ma garde vers l'arrière, si j'arrive à la recouper sur les 3, je vais me situer là. D'accord? Si je devais faire une petite caricature, une toute petite caricature de ne travailler que sur un seul topic, ce qu'on fait beaucoup là, hein, pour rappel. Et je le reprends sur la gladiature, qui est celui sur lequel on a beaucoup travaillé. Vous avez vu la série Spartacus? Ouais. Voilà. C'est de l'archéologie expérimentale. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des objets archéologiques. Ils s'en foutent du geste, 0 représentation. Ils s'en foutent du contexte. Ils ont juste l'objet. Qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une épée, j'ai un bouclier. Je m'en fous de qui porte quoi, parce que je ne m'occupe pas du reste. Faire comme ça. Voilà, qu'est-ce qui m'interdit? Je peux tout faire avec ça. D'accord? Sans recoupement, Spartacus, c'est ça. J'exagère un peu, je vous ai dit, c'est une caricature. Il y a une autre, il y a une représentation assez connue. On peut aller un peu moins loin dans la caricature. J'ai perdu son nom. Mais une représentation assez connue d'un combat de gladiateurs de la fin du 19e siècle, hein, dans les peintures pompiers, où on voit un myrmillon écraser un rétiaire, je crois, et puis tous les gens faire voilà. C'est faux, hein. Mais on est quand même là. On est quand même là parce que tous les objets représentés dans son tableau sont des objets archéologiques trouvés à Pompéi. Il y a tous les bons casques. Le contexte y est plus ou moins, le cadre du jeu, la représentation, même si a priori il se trompe, du pouce et du rôle du pouce, on est là. Mais par contre, si c'est pas du tout préoccupé de toutes les représentations qu'on pouvait avoir, et même là, en fait, il a pris juste un tout petit phénomène sans aller chercher plus loin. Il a pris plus de petites parties. Donc on est par là. Vous voyez ? Là, je pose juste en matière de provocation, le livre d'armes, tout seul, vous êtes là. Juste là. Déconnecté de son contexte, déconnecté, ça aussi c'est important, on n'en parle pas assez, de son objet archéologique, parce qu'on en a quand même. Hein. On a des fédères, on a des armes tranchantes, on en a. Là, sa valeur n'est pas nulle, elle est limitée. Ok ? Alors, revenons à nos moutons quand même sur les sources littéraires qu'on a à notre disposition. Donc, je vous ai un petit peu classé rapidement. On ne voit pas très bien. Hein. Les fables et les miracles. Voilà, on raconte une histoire autour de ça. Les chroniques. Alors, si je voulais dire quand même une autre chose, toute petite chose, sur le choix de l'objet. Pour Brice, dans sa méthode, le point de départ, mais c'est sans doute très lié à la matière, c'est l'objet archéologique. Un tout seul d'abord, par exemple le Puggio, et éventuellement un avec le bouclier. On a eu des discussions un petit peu là-dessus, pas mal d'échanges. C'est pas ce qui... Effectivement, c'est vrai, on devrait partir de ça. Mais aussi, on peut partir d'une situation. C'est pour ça que je reviens ici par rapport aux chroniques. L'important, c'est de partir c'est pas d'y aller comme ça un petit peu au hasard et de prendre toutes les infos, c'est de partir d'un exemple. Ça peut être justement une fable. On va parler du roman de Renard tout à l'heure. Moi, ce que j'ai choisi par rapport à la présentation, c'était le duel de Valenciennes, de la fin du XVe siècle, décrit par 2 chroniqueurs, Olivier de la Marche et Mathieu Escouchy, des chroniqueurs du duc de Bourgogne, qui décrivent avec beaucoup de détails ce duel-là. Et c'est mon point de départ. Mon objet de base, c'est celui-là. Donc dans le cercle de départ, j'ai commencé par ça, et il va falloir étendre ça en étudiant ma source, ses rapports, et après commencer à recouper avec le reste.
Tout le monde suit? C'est bon? Je ne sais pas si vous faudra vous rapprocher autrement. Celui-là, il est carrément génial. Et ça a à voir avec ce que je viens de vous dire sur les chroniqueurs. C'est a priori le duel judiciaire le plus anciennement décrit par le détail qu'on connaisse. C'est le roman du renard. Et donc ça c'est sur la version tout début 14e, où le duel entre tout y est, la préparation, les arrêts, le déroulement du combat, il y a plein de choses. Et en plus il y a des représentations du renard. Et c'est un duel au bâton plus tard au XVe siècle, ils vont le représenter avec des épées, ou voire même à cheval. Donc, il y a une représentation de renard à cheval, mais l'initial il est. Voilà. Chronique du Brabant, c'est pour faire un peu pièce avec ça. C'est aussi. Là, ça raconte un duel. Voilà, ils ont d'ailleurs perdu leur bouclier. Ce qui est intéressant, c'est la description. La description un petit peu de leur équipement. Pourquoi c'est intéressant aussi le roman de renard? Ça, je l'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Je suis parti, comme je vous disais, sur mon duel de Valenciennes. Et ce qu'on trouve le plus facilement, que vous allez trouver rien qu'en tapant sur Internet, c'est quelque chose avec un nombre de détails mais énorme. Mais c'est des écrits très souvent du XIXe siècle. Et quelle est sa valeur? En élargissant un petit peu mon cercle, quelle est ma valeur de ma source? En allant directement sur les chroniqueurs, grâce à Internet, maintenant la numérisation, on en a quand même beaucoup de traces, je m'aperçois qu'ils en disent beaucoup moins. Ils en disent beaucoup moins que mes auteurs du 19e. Parce que nos auteurs du 19e, ils me racontent par force détail qu'on leur met de la graisse sur le corps pour éviter qu'il glisse, on a plein de petits détails sur j'ai aussi un bac de sable pour le mettre, sur le maître qui vient après, ça va même plus loin. Et en fait, on s'aperçoit que cet auteur-là, qui fait un peu référence pourtant, il a compilé plein de trucs. Il a pris Olivier de la Marche, et puis il y a rajouté le droit de Cambrai. Il a mélangé les deux, parce qu'à Valenciennes, en vrai, on n'a plus de traces réelles. Quand je vais chercher un petit peu plus loin et que je regarde le déroulé de notamment Mathieu Descouchy, ça, il y a un japonais qui a fait un truc là-dessus qu'il faut lire absolument, et qui fait douter de ma source de la chronique, ou de la relativiser, et c'est encore en train de se poser des questions. C'est le déroulé exact du roman Renard. Les différentes phases de combat et le final sont quasiment les mêmes. Quand on regarde les deux, on peut les mettre en parallèle. Le plus ancien, c'est celui-là. On est d'accord. L'autre, il est censé être contemporain du phénomène, et c'est trop proche pour être honnête. Ça montre... Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Ça montre déjà que ma source est relative, même si le gars, il est contemporain, je ne suis pas si sûr que ça qu'il me décrive un phénomène réel. Donc la question que je dois me poser, c'est pourquoi il fait ça? Le duel en question, il est bestial. Il est décrit à un moment où on lui a même dit « je ne peux pas raconter des choses comme ça tellement c'est horrible ». Parce que ça finit, enfin je vous l'avais plus ou moins raconté, ça finit au sol, avec les yeux arrachés, et à pousser, d'abord il y a même le bâton dans la bouche, on arrache les yeux, et tu vas avouer que tu as fait un faux serment, c'est toi le coupable, c'est toi le coupable, et ben, le mec il crie « ah c'est abominable, il y a du sang partout, etc., etc. » Et en fait, quand on va un petit peu creuser le contexte politique, j'ai élargi un peu mon cercle de là-dessus, c'est que le chroniqueur en question est très favorable au duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne veut imposer son droit et estime que des droits comme ça, barbares, où toute la bestialité humaine ressort, n'ont plus droit de cité dans ces pays. Et donc il faut le supprimer. Et il va le supprimer. Ils vont même aller plus loin, c'est qu'a priori Olivier de la Marche nous explique que peu de temps, pour montrer quand même à tout le monde que c'était quand même vachement mieux, on va faire un pas d'armes derrière. En armure, quelque chose de noble, et non pas bestial comme ça. Donc, ma source initiale, je trouvais ça quand même vachement chouette et contemporaine. Bon, la seule chose qui me reste là-dedans, c'est qu'il y a deux mecs qui se sont mis sur le nez, et qu'il y en a un qui est mort. Après, il a été pendu. Bah oui, c'est la justice. La justice qui fait le mort, pas le mec dans la liste, rappelez-vous. Le miracle de York. Ah ouais, celui-là il est super. Donc là on repasse en Angleterre et on est sur quelque chose d'aussi d'assez similaire en fait. Donc on a aussi, l'Angleterre n'a pas tout bousillé au niveau patrimonial.
on a une chapelle dédiée à un saint dans lequel il y a le miracle qui est raconté sur l'ensemble des vitraux. Donc les deux protagonistes, alors je ne sais plus quel est l'objet de leur litige, mais il n'implique pas la mort celui-là automatiquement. On fait quand même la phase des serments, le combat, et là du coup on a les deux spécificités de la loi anglaise, que sont le bouclier à 4 coins, donc comme ça je l'ai, et le bâton cornu. Il y a aussi une spécificité anglaise. On revient en fait sur celui d'avant. Le passage en lutte, l'arrachage des yeux. En fait, l'œil il est là. Voilà. Et le miracle en question, qui est vachement intéressant en termes de portée politique, parce que le miracle, derrière ça, c'est que lui qui avait perdu son œil, la loi, je crois, a décrété qu'on devait lui enlever le deuxième. Donc le rend aveugle, le saint va lui les faire repousser. Sans que ça soit vraiment dit, le message est relativement clair. C'est la justice des hommes qui a frappé, pas celle de Dieu. D'ailleurs, le saint n'est pas d'accord. Il lui rend ses yeux. Vous voyez ? Mais il n'empêche que, d'un point de vue maintenant d'AMHE, de sources que j'ai pu avoir, là, je commence à avoir quand même des récurrences. C'est-à-dire que si je pars sur le roman de Renard, les chroniqueurs, une bonne partie des chroniqueurs, celui de York, je me retrouve quand même avec des récurrences assez nettes. C'est combat à la taloche, l'entrée en lutte, finale au sol, à chaque fois. Boum, boum, boum. Avec une petite phase qui est décrite dans les 3, pardon, qui est aussi important, c'est que les gars se prennent des chocs, un peu partout. Il y a aussi, ils s'en prennent un notamment, alors les 3, c'est assez même étrange, les 3 se prennent un coup dans la tête, c'est les vainqueurs qui vont se prendre un coup dans la tête. Ils se prennent un coup dans le crâne, donc c'est Isengrin, c'est, je ne sais plus lequel, c'est Jacotin, il se prend un coup dans la tête. Il se met en garde, il récupère et hop, il rentre en lutte, il gagne. Ça, c'est important. On est sur l'autre, la description du geste. Donc, pas de livre d'armes. C'est pas plus. Donc, le gros du boulot qui est encore en cours, c'est la collecte. Ça, c'est, à mon avis, le travail le plus compliqué pour nous, amateurs, c'est la collecte de toutes ces sources-là. Surtout qu'on ne peut pas se déplacer, on n'a pas forcément accès à tout. Donc il faut essayer d'engranger le maximum de représentation pour avoir le maximum de données, en fait. Donc on en trouve pas mal, d'abord dans les églises. Vous voyez quelque chose là ? Ouais. Celui-là, il est assez super. Sur la forme du bouclier et la forme du bâton, qui est à peu près celle-là. Ça, c'est à Lyon, un bouclier carré qui est rare en France, avec des bâtons droits, qui fait beaucoup penser à l'époque, hein, qui est d'ailleurs avec, je vous ai parlé tout à l'heure, en 11e, 12e, c'est la Sicile, pareil, bâton avec un gros bout. Bouclier, ça, on est dans un cloître. Ça arrive. Ah, ben en fait, c'est une représentation de ce que font aussi les hommes. Il y a les combats, on peut avoir dedans Cain et Abel, on peut avoir le règlement judiciaire. C'est souvent d'ailleurs associé à la justice aussi. On peut avoir une représentation à côté d'un gars sur un trône et puis les deux protagonistes de chaque côté. Ouais, sur un livre d'histoire de tour, je sens que l'abbaye Marmoutier qui fait beaucoup de duels judiciaires que d'autres abbayes pour s'imposer, etc. Ah ouais. En fait, ça a été, il y a un âge d'or du duel judiciaire, au moins en France. L'âge d'or du duel judiciaire en France, c'est 11e, 12e. Les gars, ils vont jusqu'à ce que les lois souveraines au-dessus viennent dire stop là-dessus, et notamment clarifient les règles d'héritage et de propriété. Et une fois que l'Église a récupéré ses biens après les avoir perdus, après l'émiettement des pouvoirs, ça se calme. Mais elle va beaucoup utiliser cette méthode-là pour les récupérer. Pareil, si on retrouve par rapport à tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est un carreau. C'est un carreau dans une abbaye, voilà, on est au XIIIe. On est en Angleterre. En Angleterre, en fait, ça va être assez bouclier carré, on est sur la taloche, et bâton cornu. Ça, c'est à Chartres. On en trouve, quand on commence à aller chercher, boum, il y en a partout. Ça, c'est à Chartres, pareil, même type de représentation. Même à Dinan. À Dinan, on est passé
pendant des années devant sans la voir parce qu'elle est très abîmée. Et c'est Olivier, lors du stage instructeur, qui m'a dit, t'as vu là ah ouais, tiens, bah, c'est très certainement deux mecs qui sont en train de se taper. Non. Les vitraux, je vous l'ai montré tout à l'heure. Les manuscrits, donc ça c'était sur les édifices. Les manuscrits en regorge aussi. On va les trouver soit en objet principal, beaucoup dans les marges. Donc là, on est quand même pareil au 12e. Alors, je l'ai posté il n'y a pas longtemps sur Facebook en lien avec la musique. Je n'avais pas tilté, mais quand le gars a commencé à parler de la musique, ça m'a tout de suite rappelé celui-là, parce qu'on a la représentation des deux combattants et on a un musicien au-dessus. C'est peu fréquent, très très peu fréquent. Là, on peut même se poser la question, c'est un duel ou c'est du jeu? Voilà, après on a des représentations comme on les trouve pareil. Là, c'est pareil. On verra tout à l'heure. Deux gars qui sont en train de tout taper, mais à côté, on a clairement un jeu. Si c'est sur la même thématique, c'est pas un duel judiciaire. On a bien notre bouclier et notre bâton, mais c'est sans doute pas un duel judiciaire. Ça va être un entraînement au duel judiciaire qui représente. Je sais pas. Ça, c'est le lien direct. Ça, c'est le lien direct avec l'objet du duel judiciaire. Tout à l'heure, on était dans des représentations d'églises, symboliques, voilà, ce qu'on veut. Là, c'est un lien direct. On a, ça c'est pareil, l'Angleterre, même s'il est cintré, la loi est respectée, hein. Il a ses 4 points, pas de problème. Le bâton cornu, le résultat. Ah oui, un cornu, c'est ça. En fait, c'est un acte, c'est l'acte qui vient répertorier la raison du duel, qui sont les gars, comment ça s'est fini. On n'a pas le descriptif du combat, mais c'est un acte judiciaire. Avec le résultat direct. C'est la justice qui tue, c'est pas le... Enfin, un a perdu son duel. Et on a la chance d'avoir la petite représentation juste à côté. Fabrice, juste, je sais pas si c'était précisé, mais il me semble que du coup, des fois le mec meurt pendant le duel et il est pendu quand même. Alors, en fait, moi ça fait partie des évolutions. Ouais. Ça fait partie des évolutions par rapport au Go. C'est que, effectivement, dans les premières recherches que j'ai faites, c'est ce qui transparaissait. Là, j'en suis à que ça soit. Parce que derrière, j'ai lu Brantôme qui sont une autre forme de duel. Que ça soit le duel judiciaire, le duel d'honneur, la mort en lice, c'est rarissime, voire inexistant dans les traces que j'ai du duel judiciaire. On n'y meurt pas. On y meurt après être sorti de la liste. Bah ouais, si je meurs là, c'est bon. Je suis pas mort dans la liste, je suis pas excommunié. J'ai le droit à la terre sainte, tu vois. Même s'il va y avoir tous les rituels d'humiliation qui sont pénibles, pour ton image et pour ton honneur, il n'empêche que tu iras quand même, et donc tu pourras être sauvé. Et ça, c'est la petite nouveauté. C'est intéressant pour nous, hein. Tu cherches pas, et ça va même être essentiel dans la pratique. Tu cherches pas à tuer ton adversaire. Il faut qu'il soit en mesure de dire qu'il a menti. Celui-là, il est excellent aussi, même s'il est tardif. On est au 15e, a priori, on n'a aucune trace de duel judiciaire en Normandie à cette période-là. Il n'empêche que c'est toujours présent dans la coutume. La coutume de Normandie, le recours à la preuve par duel existe, donc on la représente. Et en fait, on a une représentation assez tardive, donc c'est un écu. Celui-là, c'est dommage qu'on ne puisse pas zoomer, il est super intéressant sur la tenue de l'écu. Ça, c'est des petits indices en fait, sur lesquels on commence à travailler, parce que l'écu, en fait, a priori, il y a un truc ici et il y en a une autre qui me permet de le lâcher. Donc éventuellement d'aller prendre mon bâton à deux, voire de pouvoir faire des trucs avec. On n'a pas encore testé, mais... Et pareil, là, c'est les sentences. Là, il est noble, là, il est pas noble. Bon. Et du coup, vis-à-vis de ce que tu disais là, dans le lien direct, c'est un événement contemporain qui a été retracé ou ça fait référence à un événement ancien? Ça fait référence à un droit. Dans la coutume de Normandie, pour ça que le lien est direct, est stipulé la possibilité de duel par bâton. C'est un recours possible de la coutume, même si, comme je vous disais tout à l'heure dans les portées, on y a peu recours, au final. Voire les autorités, généralement, en fait, on délaye beaucoup. Voilà, on va rentrer dans les détails, mais les mecs le disent, vous avez tant de temps avant que ça soit appliqué, prenez le temps de réfléchir, jusqu'à la dernière minute, voire même dans le Saxon Mirror, c'est super, on est au duel à l'épée, on va les interrompre. Je crois qu'on peut les interrompre jusqu'à 3 fois pour leur poser la question de savoir vous êtes sûr que vous voulez continuer. On est respectueux de la vie d'autres pays. Ouais, Alors,
Ça, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je n'ai pas d'objet archéologique pour travailler mon sujet. Donc, comment je fais? Ça s'arrête là. C'est-à-dire que ça pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire, je ne peux pas tester ce truc-là. Je peux me baser sur les représentations. Hein? T'es archéo, t'as qu'à chercher. Bah oui, bah tiens, on va chercher du bois. Mais Non. c'est la matière, les densités. Si je vais, là je fais un petit peu dans la caricature, mais si je veux avoir ma démarche de la reconstitution du geste complète, il me faudrait un objet archéologique que je n'ai pas. Alors, j'ai un palliatif. On a la chance, grâce au contexte, d'avoir le descriptif des trucs qu'ils utilisent. On a même la matière. On a la matière du bâton. Et on a les formes des boucliers et on a des descriptifs partiels de boucliers et de protection. Ce qu'il faut faire, en fait, tout à l'heure, là je suis passé rapidement, on est parti sur un petit sujet à côté, mais une fois que la collecte est faite, le travail que je suis en train de faire actuellement, c'est les classer ces sources, hein, par les représentations, sur deux grands sujets. Chronologique, deux grands classements en fait, hein, chronologique et géographique. Parce que, par exemple, en Angleterre, la loi est fixée très très vite, elle est nationale, les représentations sont toujours les mêmes. Le bouclier carré, le bâton fendu. Il n'y a pas de mouvement. En France, c'est un peu plus le bazar. On a du bouclier rond, on a de l'écu, on a des mecs avec protection, des mecs sans protection. Donc le gros travail en cours actuellement, c'est une espèce de typologie du bouclier. Ce que je peux ressortir aussi comme leçon, c'est l'égalité de traitement. L'équipement est le même pour les deux, quelle que soit la période, quelle que soit la zone géographique. Tout le temps. Les mecs ont le même équipement. Et on en arrive justement à quel équipement. Donc, ils sont décrits très souvent, les types de bois, les longueurs, les types de boucliers, etc. Alors, deuxième problème, les deux bois utilisés, que sont le néflier et le cornier, pour en trouver qui puisse vous faire un bâton de combat, si vous en trouvez, je suis preneur, parce que ce sont des arbres qu'on utilise, qui n'ont plus tellement d'utilité autrement qu'ornementale pour le cornier, et on en fait surtout un arbrisseau, on le coupe, donc on n'a que des petites branches qui ne sont pas vraiment utiles. J'ai des bâtons de cornier, mais... Ouais. Moi, j'en ai qui poussent, hein, mais il n'est pas prêt encore. Et le néflier, c'est des nèfles là, c'est quelque chose qui n'est plus cultivé, et c'est très dur de trouver. Alors pareil, on l'a en arbuste ornemental, mais pour le trouver, c'est compliqué. Le néflier, c'est pour la pioche? Non, là, pour le bâton. Le bâton. Le cornier, là, c'était la menuiserie, peut-être des chutes de menuisier, tout comme ça. Comme ça moi j'ai cherché chez mes fournisseurs, ces bois-là. Ouais. D'accord, ouais. Donc, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Même quand on a la descriptive de notre objet archéologique, j'ai pas la matière pour pouvoir réelle, pour avoir une petite idée de ce que ça peut faire. Donc, à partir de là, quand même, qu'est-ce que je dis derrière? T'as une idée du choix de ces bois-là? Il parle de bois dur. Après, on a d'autres descriptifs. Par exemple, l'Angleterre, j'ai encore un problème sur le bâton cornu. Je pense qu'on va commencer à étudier le bâton cornu. La question qui se pose, et qui se posait déjà depuis longtemps pour les gens qui ont fait la recherche là-dessus, c'est est-ce que les deux pointes qu'on voit là, qu'on voyait au-dessus, est-ce que c'est en métal ou est-ce que c'est en bois? Pour l'instant, moi, vu le reste du descriptif et vu l'interdiction du métal or sur la boule, c'est le seul endroit où on a le droit de mettre, a priori c'est du bois. Sur le tout premier que je vous ai montré, on a même l'impression que c'est de la pierre. Enfin, ce sont des espèces de grosses masses. Ouais, mais à une main. À une main, Bah ouais, mais t'as vu les longueurs en face qu'il y a. Donc, il n'empêche qu'on arrive à un stade où, du coup, on a un biais. On a un biais, il nous manque une vraie matière. On a un simulateur. J'y peux rien. On a un simulateur qui va nous permettre, il faut qu'on soit conscient que le bois n'est pas tout à fait la même, la longueur, bon ben voilà, je connais ma limite, mais au moins j'en suis conscient de cette limite-là. Et après on peut passer aux essais par rapport aux premières récurrences qu'on a pu voir et les premières observations qu'on a pu voir. Donc, ce qui frappe par exemple dans les représentations, on a peu de réalisation du mouvement. On a les gardes. Donc, on va déjà avoir un point de départ. On a par contre, on sait qu'on a le droit aux entrées en lutte,
Chose intéressante, c'est que les blessures sont multiples. Ça, vous allez voir quelque part. Les blessures sont multiples dans tous les combats et même dans les représentations. La toute première que je vous ai montrée, les gars, ils saignent, ils ont à peu près les mêmes, mais ils saignent du visage, ils saignent du bras, ils saignent du corps, ils saignent de la jambe. Ils s'en sont pris plein la gueule. Les essais que nous on a fait avec le bâton, on revient un petit peu avec ce que PH disait, il y a des zones qu'il faut absolument défendre, qui sont le crâne, très très dur, et les articulations. Le reste, c'est sacrifiable. Ça peut même être valable D'encaisser là-dedans. d'encaisser sur une partie molle pour pouvoir asthmater la tête. On n'a pas de protection, pas de casque, petite calotte pour les périodes tardives, pas de gants. On a fait un essai archéologique accidentel. Petit combat classique d'entraînement, de jeu, etc., etc. Le partenaire avait oublié de mettre un gant un peu lourd sur sa main. Il a pris un tout petit retour de bâton. Donc, la phalange a été enfoncée de ça. La main était brisée. Qui ça? C'est Christophe. Poum. Bon, juste sur un, juste sur un tout petit retour de bâton. Ça veut dire que l'indice est intéressant. Ça veut dire que c'est. Ah, il va signaler à la télé. La feuille est déjà là, je regarde bien. C'est filmé. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez neutraliser rapidement votre adversaire, c'est ces parties-là qu'il faut viser. Les points de visée rapides pour en finir avec ce combat, c'est les articulations, taper les genoux, taper les coudes, les mains. On en a une partie plus ancienne, mais c'est pas sur le combat Taloche, où effectivement, on a un combat sur une île, alors on est encore à la fin de la période carolingienne, où le combat se finit parce que le gars s'est fait méchamment érafler la main d'un coup d'épée, il est en incapacité de continuer le combat, c'est fini. Ça veut dire que dans toutes vos attitudes, grâce au bouclier, il faut absolument les protéger. Le premier point qu'on va vous viser, c'est celui-là. Donc si vous sortez derrière, et ça les essais sont clairs propres, hein, si vous sortez là-dessus, comme ça, pouf, un coup sur la main, c'est terminé, le bâton il tombe. Donc ça veut dire qu'il faut bel et bien avancer. Le deuxième point qui est vachement important, c'est la tête. C'est là. D'accord ? Là où ça devient intéressant, les deux qui ont travaillé là-dessus, Olivier et moi, on est des pratiquants de 1.3, des époques, sur des avancées comme ça. Avec l'épée, ça fonctionne plutôt bien. Avec la taloche, ça fonctionne absolument pas. On a essayé, on a fait des essais, et on s'aperçoit très vite que tenir son bouclier là, d'abord avec l'épée loin, plus ou moins loin, comme ça, t'en prends plein ton bouclier, il vole dans tous les sens, ton bras se prend des trucs partout, en plus le machin il peut revenir par derrière, c'est vraiment pas intéressant. Donc comment ça se fait que ça fonctionne différemment justement? Moi c'est pas le même ordre. T'as plus fort? On y vient après, non. C'est sur la dynamique de, comment on appelle ça, inertielle. À mon avis que ça joue plus. On n'est pas dans la coupe, on est dans de la frappe. Et on n'est pas non plus sur de la taille, on est sur de la frappe en pointe. Ce qui veut dire que très vite, sans vraiment y réfléchir, on s'est retrouvé dans des attitudes avec un bouclier très très haut et une garde haute ou basse, mais généralement avec le bouclier là. Je vous parlais des récurrences tout à l'heure, c'est quasi systématique. Dans toutes les représentations, le bouclier, dès que les mecs commencent à être rapprochés, ils protègent la tête. Ils ne protègent pas les parties basses. Ça, c'est le bâton qui va plus ou moins s'en charger. Il est là. Il est là tout le temps. Deuxième endroit où on l'a trouvé. Vous voyez ? Allez. D'accord. La commission sécurité a dit quoi ? Et deuxième... donc dans les représentations, ils sont là. Je vous ai parlé de Renard et des chroniques aussi tout à l'heure. Systématiquement, ils disent que le bouclier est au-dessus de la tête. Donc là, j'ai mon premier indice de pratique qui commence à être intéressant et sur lequel j'ai mes 3 récurrences. Par l'archéologie expérimentale, très vite j'apprends que c'est là qu'il faut que je la mette ma taloche. Pas là, mais là. Le reste, ça me met plus en difficulté qu'autre chose. La représentation colle, je l'ai dans le descriptif, allez, je vais le valider quoi, quand même. Bouclier qui protège la tête.
La soumission, ça je vous en ai parlé, d'accord? Équipement similaire. Le moulinet. Alors le moulinet, je n'ai pas de représentation du geste fini. Ça c'est assez curieux d'ailleurs. On a beaucoup les gens en garde, on a beaucoup le bouclier, le bâton qui finit sur le bouclier, mais on a rarement le bâton, on n'a pas du tout, enfin pour l'instant, de représentation du bâton qui finit dans la gueule, sur un cou, etc. Autre que la blessure. Donc ça limite un petit peu mes possibilités. Ça veut dire que j'ai des instants ici et des instants d'envoi face à quelqu'un qui se défend, mais pas une soumission ou un bâton qui réalise le coup. C'est dommage. Je l'ai par contre dans les récits où on parle souvent de grands moulinets par-dessus la tête, de grands tours. Par l'expérimentation, on se rend compte qu'il faut. Quelqu'un qui se contente d'envoyer un coup comme ça va être très en difficulté, et pour parer, et pour enchaîner. Et qu'il faut, et que c'est une nécessité, en fait, c'est quasiment une nécessité de faire voler un peu son bâton, d'aller chercher du moulinet pour pouvoir enchaîner et obtenir un peu une inertie qui va vraiment briser l'eau. Tu peux le faire de deux façons. A priori, on n'en a pas une plus valable que l'autre. Il y en a qui sont plus ou moins dans l'attente, et dès qu'on approche, on passe sur 2-3 moulinets, on reprend, et d'autres qui sont en moulinet tout le temps. Tout le temps, c'est plutôt Olivier qui est un adepte de ça et qui n'en sort pas, et moi le contraire. On ne peut pas valider l'un ou l'autre. Par contre, quand on rencontre des personnes qui n'en font pas, c'est recta. Le gars qui est plutôt figé dans une garde, figé dans une attitude, sans bouger les pieds, et avec en attente de bâton, en essayant de pousser, il va se faire démonter la tête. Et c'est pas une question de niveau technique. C'est plus une question de mécanique de l'objet. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas mes 3 récurrences, mais j'en ai au moins 2. Voilà, je commence à avoir des indices de pratique qui sont intéressants. Les blessures multiples, donc ça, j'en ai aussi parlé. Une touche, ça ne sert pas à grand-chose, il en faut plusieurs. Même une touche à la tête, les chroniques nous disent que ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Qu'est-ce que j'ai marqué derrière? Possibilité de la lutte. Ah ouais. Et on a des possibilités d'entrer en route. Donc ce qui fait quand même quelque chose qui est quand même relativement cool. En termes de jeu. En termes de jeu, ça ouvre quand même beaucoup de possibilités. Il faut apprendre à bien se couvrir. Ça, c'est quand même vachement important. Ça ne s'arrête pas à une touche, donc on peut commencer à jouer et à construire de touche en haut, touche en bas, touche en haut, pack, et continuer. Le combat n'est pas forcément fini pour l'autre. J'ai la possibilité, si je suis plus fort que l'autre, de rentrer en lutte et commencer à faire des clés classiques. Je commence à avoir un panel martial qui est relativement intéressant. Et au niveau de la reconstitution, je commence aussi à avoir des indices qui me donnent quand même une bonne orientation de la validité, sans trop de travail, parce que ça fait 1 an de boulot pour l'instant, sans un gros panel de travail, j'ai quand même validé une partie de la pratique. Alors, est-ce que c'est là que je veux en venir? C'est, est-ce que, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier, alors bon, celui-là, c'est la taloche. Si dans la typologie française, en fait, celui-là, je l'ai quasiment pas. On a, en France, on a plutôt des espèces de... C'est assez rigolo d'ailleurs. On a des espèces de réductions, de modèles réduits de boucliers existants. Donc, on a le bouclier rond classique, mais on a aussi vous voyez, les culs normands, très longs, mais en plus petit, avec les... Ouais, en goutte d'eau, mais qui semble plus petit, avec des envois de type percutité. Et on a des écus, comme sur le dernier de la coutume, là, la coutume de Normandie, c'est un écu. Donc on est sur un bouclier qui s'adapte plus ou moins aux évolutions des technologies ou des techniques sociétales autour d'elle. Au contraire de l'Angleterre, ça reste très fixé, et il y a toujours ces histoires de 4 points. Est-ce que je peux en faire une pratique à MHE? Est-ce que ça a un intérêt? Alors, c'est d'un point de vue personnel, moi je trouve qu'il y a à peu près tout dedans pour en faire un outil, au moins un outil pédagogique intéressant, et aussi un outil de jeu. Ça me rappelle un peu le DUSAC dans la pratique. Chez nous, hier, ça commence à rentrer dans les mœurs de pratiquer cet art, parce que c'est fun, c'est vraiment fun, tu t'amuses. À partir du moment où on fait attention à ce qu'on fait, on n'est pas là pour éclater l'autre simplement, franchement, c'est amusant, physiquement, c'est assez éprouvant. Donc on travaille le cardio, on travaille les mouvements,
il faut être en mouvement perpétuel. Le moulinet, c'est une chose, mais si vous gardez votre genou fixe là-dessus, il y a de fortes chances que vous preniez un coup. Donc il faut varier les pas à chaque fois, un bon gros travail de la stabilité. On peut travailler les entrées en lutte. Franchement, on a un outil qui ne sera peut-être pas l'outil principal, mais on a un outil complémentaire et un outil de jeu qui est assez intéressant. Est-ce que c'est historiquement, parce que là, pour dire ouais, mais voilà, ton truc, tu peux l'utiliser que dans un contexte judiciaire, parce que c'est le duel judiciaire que tu simules. Alors, là, on a un début de réponse, c'est qu'on a aussi des représentations de ce type de combat dans un contexte différent. Donc celui-là, je vous l'ai montré, c'est une marge. Donc ça a une valeur relativement limitée, mais il n'empêche que les gars se foutent sur le nez avec des massues. Alors est-ce qu'elles sont en bois ou pas, j'en sais rien, mais dans un contexte de jeu. Et celui-là, il est encore plus chouette, et on en a plusieurs représentations, hein, c'est pas unique. C'est sur l'apprentissage du chevalier, ou du citoyen, puisqu'en fait, ils apprennent à lutter. Alors c'est des exercices corporels. On a les trucs classiques que vous connaissez déjà au 15e. Celui-là, il est du 14e. Hein. Ouais, plutôt 14e. La lutte, renforcement musculaire en soulevant des cailloux, bâton, bouclier, lancer du dard, musique. C'est-à-dire que c'est un outil d'apprentissage. C'est pas des épées, hein. C'est des masses. Donc ce qui fait que l'utilisation de ce matériel, de cette matière comme outil pédagogique a même un sens historique. C'est-à-dire que je maintenant commence à être en mesure de défendre que si, ça peut faire partie de l'apprentissage de mes gars, peut-être à autre chose, un autre type de combat, mais d'utiliser le bâton et le bouclier dans un but pédagogique, ça reste historique. Donc il n'y a pas que le contexte du duel judiciaire. La question que ça pose, c'est le simulateur. Parce que se taper dessus avec mon bois, c'est à moi je le fais avec les gens que je connais bien, sinon je le fais pas. Ça fait vraiment très très mal. Plus mal certainement que la fédère dans certains cas. Donc là actuellement on est dessus. Là je suis en train de voir du côté des outils de Kali, des bâtons de Kali et autres en mousse, pour savoir si on peut les adapter. Il faut quelque chose qui reste relativement rigide, il faut une certaine inertie, et il faut en même temps que ça soit relativement sécurisé. Sans trop sécuriser le bonhomme. Je serais plus sur sécuriser le bâton qu'autre chose. Alors là, justement, je ne savais pas si tu allais y venir, je t'ai pas posé la question en tous les cas. Keep Staff et les petites battes en mousse de baseball. De toute façon, c'est un peu court. Ouais. Bah ouais, là j'en ai pas mal de cours comme ça. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, voire qu'on fasse travailler des équipementiers Monsieur Lobo là-dessus. On voulait l'intégrer. Et la création d'une convention. C'est vachement difficile, parce qu'on est dans un truc où il faut adapter. On ne peut pas faire tout à fait la même convention que les joueurs d'épée. C'est pas le même contexte, c'est pas le même type de jeu. Par contre, on a quelque chose de l'ordre de la soumission. Donc pour l'instant, on en est sur les prémices, dans le cadre du jeu, de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on a fait un truc tout simple, qui fonctionne plutôt pas trop mal, je te l'avais filé, je crois, qui est la mise en défense. La mise en défense, c'est-à-dire que quand j'ai pris une touche, et ça, en fait, c'est basé sur la source, particulièrement celle du roman de Renard et celle de ma chronique initiale. Les mecs prennent le temps de reprendre leur souffle, de se défendre avant d'y retourner. Donc notre convention actuellement de jeu, quand on décide d'y aller dans autre chose que du test ou d'un entraînement de base, et qu'on fait un peu de sparring, c'est une touche à la tête ou aux articulations, on se met en défense 5 secondes. Une touche ailleurs, on se met en défense 3 secondes. Entre guillemets, genre le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans si ce laps de temps, vous en prenez une autre, puis une autre, c'est terminé. Normalement, le fair play dit que vous êtes en défense tout le temps, vous êtes submergé, c'est terminé. Nous, ce qu'on avait essayé du coup, c'était de faire en défense sur 3 actions. Ouais, sur 3 actions derrière. Il a le droit à 3 attaques. Ouais, c'est pas mal. Quand on prend 3 touches de suite, on tombe. Ouais, t'arrêtes. Ouais. Nous, on l'a testé sur le mec qui compte, donc parce que les actions, ça part très très vite. Mais ça fonctionne pas trop mal. Franchement, ça fonctionne pas trop mal. Ça fait un truc avec du rythme. Ça fait du jeu. Ça veut dire que ça s'arrête pas non plus parce que j'ai été touché. Je peux continuer. Je peux me permettre on a commencé à travailler tout ce qui était désarmement et le fait de sacrifier une zone pour envoyer sur une autre. On pratique l'afterblow, hein, sachant que là, 3 secondes en défense, puis il est à 5, pouf, je relance. Ça fonctionne quand même. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est fini. Sur le bâton taloche. La conclusion de ça, si vous voulez, c'est que par rapport à la démarche, c'est quand même assez complexe, c'est du boulot.
Mais si vous voulez pouvoir valider votre constitution, il faut à minima aller regarder dans les 3 cercles. C'est-à-dire que même pour les livres d'armes, cette démarche pour être complète, il faut aller chercher ton texte. Il n'y a pas à chier. Et il faudrait, pour bien faire, poser la question des simulateurs et de l'archéologie. De l'archéologie de l'objet, pour le coup. Comment une épée, avec le métal de l'époque, réagit? Est-ce que le coup, comme on peut envoyer dans certaines compétitions, est jouable avec une fédère du 15e? Ou est-ce que ça va se tordre, ça va se casser, etc. C'est toutes ces questions-là que ça pose. Est-ce qu'il y a l'objet aussi, genre la tenue des pratiquants? C'est aussi un des objets. La tenue est un des objets. D'ailleurs, la tenue, il y a de la matière. J'ai loupé un épisode. Ils ont la même tenue, les pratiquants. Ouais. Mais la tenue, c'est la même. Mais c'est quoi? Ça peut être rien. C'est-à-dire les vêtements civils de base. Ah oui. Ça évolue, ça dépend de où tu es. Ça dépend où tu es. D'autres spécifient, par exemple, sur le Saxon Mirror, c'est forcément pieds nus. Mais il n'y a pas de... Tu vois? Et ça s'arrête au poignet. D'autres, ça s'arrête au coude. C'est pas protégé. C'est même pas vraiment pied nu, en fait, c'est un peu bizarre, parce que du coup, on sait pas pourquoi, mais c'est l'avant du pied. Ouais, l'avant du pied. Oui. Le talon peut être couvert, a priori, il y a une illustration à côté, et c'est bon. C'est pas lourd, quoi. Il faudra essayer, hein, Mais il y a ce que ça donne. il y a une tonne de suppositions. Ouais. Et honnêtement, c'est pas, de mon point de vue, réservé à de hautes études universitaires. C'est-à-dire que tout le monde, chacun peut, à minima, aller au moins se renseigner sur ce qui a été écrit sur les questions et d'essayer les recoupements. C'est ça qui va fonctionner. Voilà. Merci.